Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le dimanche 17 mars 2024. Nous venons de vivre une semaine riche en faits politiques. Une semaine qui a donné du grand moudre à la presse nationale et internationale. Dans le détail, on retient 3 identités majeures, base des échanges de ce soir sur scène de presse. Avec le concours des invités qui nous font l'honneur d'être là, nous parlerons des alliances politiques qui se nouent dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025 et la mise en garde du ministre de l'administration territoriale sur le respect des textes en vigueur. Nous évoquerons également le duel à distance entre le porte-parole du gouvernement et l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'est exprimé sur les antennes de Radio France Internationale à la suite de l'entretien accordé à RFI par Titus Edjoa. Enfin, nous parlerons de la communication politique et principalement de la fameuse question « Il y avait quoi avant ?» Une question qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations dans la presse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons fait venir Alphonse Ateba Ndoumou. Bonsoir. Bonsoir. Je dis bien qu'il est journaliste, consultant en communication, relations publiques et marketing institutionnel et politique, mais j'aurais bien pu signaler qu'il est chef traditionnel. C'est bien cela. Merci beaucoup, merci d'être venu. En face de vous, Christian Nga. Christian, bonsoir. Good evening. Christian est journaliste, directeur de publication de Guardian Post. Merci une fois de plus de répondre à notre invitation. J'ai fini par mettre Jules Maillot. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Juriste conseil et consultant d'entreprise. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance, de nous regarder chaque fois. Alors, le scrutin en vue de l'élection du président de la République pointe à l'horizon. Les signes avant-coureurs sont bien visibles. Des alliances politiques se nouent. Mutation parle des alliances politico-électorales pour désigner l'APC, entendez Alliance politique pour le changement, et l'ATP, l'Alliance pour une transition politique au Cameroun. Des mouvements à caractère illégal, selon le communiqué de presse du ministre de l'Administration territoriale signé le 12 mars dernier. Avant de parler de la légalité ou non de l'APC et de l'ATP, je vous pose la question, devons-nous, au regard des positions relayées par la presse nationale cette semaine, ne devons-nous pas accorder du crédit à ce qui est écrit dans le journal français Le Monde? Dans ce journal, à l'apparition du 26 février dernier, indiquait que l'opposition se déchire déjà sur la désignation d'un candidat unique pour la présidentielle d'octobre 2025. On y est? Il me semble qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il est dans les usages que les acteurs politiques, à la veille d'une échéance majeure, s'organisent chacun avec les moyens dont ils disposent. Certains par le dialogue politique, le dialogue démocratique, d'autres par des actions publiques. Je ne sais pas proprement en quoi est-ce que cela consiste en un déchirement. Je n'en vois pas de toute façon. Peut-être du point de vue des déclarations, on a suivi dans le journal camerounais, cette fois, l'info à chaud du mercredi 13 mars, qui rapporte les propos tenus par l'un des promoteurs, le promoteur de l'ATP, qui estime que l'APC n'existe pas. Il ajoute, vous ne pouvez pas avoir une plateforme politique digne de ce nom avec simplement des individus. Cela donne raison forcément à ceux qui pensent qu'il y a déchirement, non? Non, je ne pense pas que... Je reviens à ce que j'ai dit précédemment. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne va pas opposer au parti unique du pouvoir un parti unique de l'opposition. Non. Si on est en système démocratique, il faut permettre que, exactement comme l'on a plusieurs tendances, y compris à l'intérieur du RDPC, qu'en face, les gens s'organisent suivant des sensibilités différentes. Et il me semble qu'il est même de très bon ton que ces forces politiques s'organisent dans leur diversité. Il n'est pas dit, il n'est pas établi que des rapprochements soient impossibles. On ne va pas simplement, sur l'esquisse des premiers contacts, des premières négociations, commencer à condamner, commencer à juger, sauf si il est dans l'intérêt de ceux qui condamnent aujourd'hui que ces démarches-là débouchent sur un échec, sur des déchirements. Pour ma part, je n'en vois aucun indice, aucune trace. Je trouve qu'il est de bonne méthode qu'à la veille des sciences politiques majeures, comme celle qui se profile,
que des forces politiques n'ayant pas les mêmes capitaux, n'est-ce pas, s'organisent chacune en fonction de ses moyens. Il y a des gens qui, comme cela se voit dans un pays frère et ami aujourd'hui, peuvent faire une élection, une campagne électorale en 2 semaines. Mais il y a d'autres qui ont besoin d'un an, parce que les forces ne sont pas les mêmes. On ne peut donc pas, sur le principe, empêcher à des gens, dont certains sont au Parlement, d'autres ne le sont pas, certains sont très fortement représentés sur l'ensemble du pays, d'autres ne le sont pas, enfin, d'essayer d'organiser pour mesurer leurs forces, prendre en compte leurs atouts respectifs et voir comment tout cela peut donner lieu à des mutualités qui permettent un discours d'alternance démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. On est en train de chercher un discours pour des alternatives qui soient crédibles. Et je ne sais pas en quoi est-ce que cela représente du déchirement. Alors, Christian, le traitement qui est réservé à cette actualité dans la presse cette semaine indique quand même qu'il y a un intérêt particulier sur les alliances politiques. Oui, pour moi, je pense que c'est normal qu'on me voit comme ça. Parce que il y a même des gens qui pensent que dans les 2 alliances, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a un qui est dirigé par l'État. Bon, ce n'est pas encore fondé, mais... Un qui est dirigé par? Il y a une alliance instrumentalisée par l'État. Oui, exactement. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais voilà. Mais comment est-ce qu'ils le savent? Non, mais... Ce n'est pas un procès d'intention? Mais c'est... Parce que je vais parler de l'alliance qui est conduite par le professeur Billet. Il a cité le nom qu'il a contacté, mais quand, par derrière, je les ai appelés, certains m'ont dit, bon, il les a appelés juste pour indiquer son intention, mais ils n'ont pas encore asseoir sur le même table pour parler de son objectif. Mais il est déjà allé devant, comme il a déjà rassemblé les gens derrière lui. Mais bon, pour moi, ça pose problème parce que si vous n'avez pas encore parlé avec les gens, tu sors avec une longue liste. J'ai vu Giba Gatama sur la liste. J'ai vu aussi Joshua, mais j'ai vu Akere Mouna. Mais apparemment, il n'est pas encore parlé avec eux. Oui, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut voir en œuvre dans cette discussion, ce n'est pas qu'ils n'ont pas encore pris langue. Ils n'ont pas eu un débat formel. Mais il est évident que le professeur Billet a des contacts avec tout ce monde-là en temps normal. Et que beaucoup de ces personnes-là, certaines ont certainement donné des accords de principe sous réserve de l'accord de leur appareil politique respectif pour que ce soit des accords formalisés. Donc, et puis ça fait partie un peu de ce qu'on va appeler la communication politique. Quand le professeur Billet s'avance devant la scène pour annoncer, et les personnes qu'il a contactées et celles qu'il entrevoit de contacter, il me semble que cela participe aussi de la règle normale du jeu. Il y a une dynamique qui se met en place qui, pour moi, participe du jeu démocratique ordinaire. Souvent, nos partis politiques se réveillent le jour de l'élection, la veille de la campagne. Nous avons là des gens qui se réveillent 1 an avant, qui veulent déjà structurer une action politique. Il me semble qu'il n'y a pas une meilleure démonstration de maturité politique et d'enracinement démocratique, à mon humble avis. Alors Jules, est-ce que le problème de fond, c'est pas cette hésitation perceptible? Parce que c'est vrai, Alphonse estime qu'il faut laisser les choses avancer. On verra bien qui fait quoi dans ce mouvement-là. Mais on sent quand même qu'il y a une hésitation, il y a des doutes, on se fait peur. Est-ce que tout cela ne crée pas aux citoyens camerounais qui doivent voter, qui doivent choisir dans les prochains jours? Ça ne crée pas un problème? Vous savez, aujourd'hui, sur la scène politique, le RDPC est un parti politique bien enraciné dans la scène politique. Et il revient à l'opposition de mieux s'organiser pour affronter le RDPC. Le jeu des alliances n'est pas né aujourd'hui. En fait, c'est un ancien système, j'allais dire. C'est un ancien jeu. Vous vous souvenez, par exemple, des élections de 1992 ? Il y a eu tentative d'alliance. En 2004, il y a eu tentative d'alliance. En 2018, il y a eu tentative d'alliance. Vous voyez donc que le journal Le Jour, le journal Le Monde, n'est-ce pas, n'a pas faussé dans ses déclarations dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 plateformes d'alliance. Une alliance autour du professeur Maurice Kamto, une autre alliance autour du professeur Billet. Il n'est pas étonnant que d'ici 2 mois, 3 mois, qu'il y ait
naissance d'une autre alliance. Et d'ailleurs, même qu'au sein de ces alliances, tout le monde est potentiel candidat à la présidence. Ce que vous voyez là, c'est qu'en réalité, il manque une certaine conscience politique au Cameroun. À qui? Il manque une certaine Aux conscience acteurs politiques, aux pour citoyens certains que nous anciens sommes? politiques. Non. Pour certains acteurs politiques. Le tout n'est pas d'arriver au pouvoir. Si nous voulons le changement, on peut se fixer un certain nombre de principes, un certain nombre de règles et avancer avec une personne qui est capable d'implémenter ces règles. Mais lorsque nous sommes dans un système où, dans l'opposition, tout le monde veut être président, ça ne peut que capoter lorsqu'il faut maintenant raffermir les alliances pour pouvoir investir un candidat. C'est pour ça qu'il y a une certaine hésitation au niveau des couches sociales. Pour moi, je pense que les oppositions, ils ont posé le deuxième pied avant le premier. Voilà notre système électoral. On a l'élection dans quelques mois. Pour moi, il devait d'abord concentrer pour qu'on puisse améliorer notre système électoral. Le code électoral. Oui, parce que ce qu'on a sur place, même si le 300 opposition fait un candidat, ça sera très très impossible de battre le RDPC sur le terrain. Parce que d'abord, prenez l'âge des votes. À 18 ans, on est obligé d'avoir la carte nationale, mais on ne vote pas. On a demandé que le Cameroun soit comme les autres pays. Ça veut dire l'élection en deux tours. On n'a pas ça. Pour moi, c'est des choses qui devaient les préoccuper, pas commencer à bagarrer qui sera candidat des alliances et tout ça. Donc, pour moi, l'objectif majeur, c'est de modifier le code électoral, le changer. Oui, il y a beaucoup de choses avec notre Je pense qu'on peut le voir électoral. comme Christian le voit. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. C'est les hommes politiques qui savent ce qui est leur priorité. S'il leur semble que le prioritaire aujourd'hui, c'est de se rapprocher pour devenir de vraies forces politiques, capables donc, y compris, d'impulser des thématiques nouvelles. Peut-être que c'est ça qui est le plus important pour ces personnes-là. Parce que... Non, il insiste qu'avec notre système électoral actuel, bah, je n'en ai pas la preuve. le RDPC va toujours avoir au moins 90%. Je ne sais Dans pas. l'élection présidentielle. Si moi j'ai vu, quand on regarde la coloration de notre assemblée aujourd'hui, de nos municipalités, le RDPC n'a pas vraiment gagné à Douala tant que tel, alors que le même système électoral était là. RDPC n'a pas tant gagné à Bafoussam, je ne sais plus. Les gens gagnent là, ils peuvent gagner avec le même système électoral. Entre élections législatives, municipales, que les résultats est déclarés sur le terrain, avec l'élection présidentielle, que les résultats sont déclarés par le Cour constitutionnel. Et il y a une grande différence. Tu ne peux pas tricher quand on compte devant tout le monde. Mais avec l'élection présidentielle, toi et moi, on n'est pas là, même si on vote. Je ne sais pas. Moi, je fais confiance, pour ma part, aux Camerounais qui sont... Indépendamment des textes. Aux Camerounais qui sont dans les instances et de comptage des votes et d'arbitrage et de proclamation des résultats. Je ne peux pas me mettre sur ce plateau pour considérer que tout ce monde-là est peuplé de tricheurs. Ça me semble... Enfin, vous ne dites pas vraiment différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que le code est fait tel que, indépendamment de ce que les gens vont voter, on va proclamer un parti. À mon humble avis, les choses sont comme elles sont. Il faut savoir qu'un code électoral est d'abord la traduction d'un rapport de force politique. Il n'est jamais ni figé, ni stable. C'est pour ça qu'il est mouvant. Il est la traduction d'un rapport de force. Ceux qui l'écrivent, ceux qui le font appliquer, ceux qui le sont validés, sont par définition ceux qui sont politiquement forts au moment où on le fait prendre. C'est pour ça que même s'il change demain, quelle que soit la forme qu'il prendra, il y aura toujours d'autres forces politiques. Lorsque leurs intérêts ne seraient pas seulement pris en compte dans la nouvelle formulation qu'ils vont trouver à redire. Ce qu'il faut prendre en compte, à mon humble avis, qui est le principal avantage dont nous devons tous nous réjouir aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les Camerounais veulent aller aux élections. De plus en plus, les Camerounais veulent veiller sur leur vote. Simplement, d'autres considérations font telles que, il m'est arrivé de participer à un ou deux votes, je connais des tas d'endroits où aucun représentant de l'opposition n'était dans les bureaux de vote. Ce qui
peut avoir le don de favoriser des comportements détestables, même quand on ne veut pas les développer. Ça fait partie des choses qui font telles que les groupes qui s'organisent aujourd'hui peuvent justement avoir, par exemple, pour conséquence que les partis d'opposition aient la capacité d'être présents à tous les bureaux de vote pour protéger leur vote. La situation que nous vivons, elle profite à qui? Aux partis au pouvoir, qui semble être la cible de tout le monde, ou à l'opposition qui tient absolument à s'organiser pour affronter dans de meilleures conditions l'élection d'octobre 2025? Il me semble, à mon humble avis, si je peux me permettre, que la situation qu'on vit aujourd'hui profite au Cameroun, à la maturation du système politique camerounais. Parce qu'aujourd'hui, même le pouvoir... Oui, mais il y a le Cameroun, il y a quand même des forces politiques qui sont en face. Le RDPC et l'opposition. Ces forces politiques sont dans le Cameroun et travaillent pour le Cameroun. Ce qui est bénéfique aujourd'hui, c'est que même les hommes au pouvoir sentent que le jeu n'est plus aussi simple, aussi aisé qu'avant. Ils se donnent aujourd'hui les moyens de faire véritablement de la politique. Parce qu'aujourd'hui, les forces politiques de l'opposition ont gagné en expérience, ont gagné en force politique, en mobilisation populaire, même dans les inscriptions sur les listes électorales. En réalité, ces représentants des partis politiques donnent leurs avis propres qui n'engagent pas leurs partis politiques, qui leur fait croire qu'en réalité, lorsqu'ils vont se retourner au niveau de leur formation politique, les formations politiques vont accepter de s'allier de s'allier également. Vous pouvez aller là-bas, vous donner votre avis et que retourner au niveau de votre formation politique quand vous dites que non, nous ne sommes pas prêts à nous allier avec telle ou telle autre personne, parce qu'il faudrait aussi savoir que vous pouvez être la tête d'une formation politique, mais vous n'avez pas le dernier mot lorsqu'il s'agit de prendre une décision, telle une décision comme celle-là. Deuxième chose, il faudrait que les partis politiques rentrent travailler le terrain, c'est vrai. Vous ne pouvez pas gagner une élection, surtout une élection présidentielle, si on ne vous connaît qu'au niveau de la région ou au niveau des départements, personne ne vous connaît au niveau... Et il y a très peu de partis politiques en dehors du RDPC qui sont connus, qui ont un maillage territorial profond au Cameroun. Ils sont très peu. Moi, je suis par exemple à Boudmakak. Vous voyez par exemple à Boudmakak, lorsqu'il y a par exemple le défilé du 11 février, du 20 mai, il y a très peu de partis politiques qui sont représentés en dehors du RDPC. S'ils boycottent le défilé, ils ne sont pas obligés d'être là. Non, ils ne sont même pas représentés parce que lorsqu'ils sont représentés, lorsqu'il y a par exemple réunion avec le sous-préfet, réunion préparatoire à la fête nationale, on invite tous les partis. Mais il y avait quelques partis, même ces partis qui sont là, quelques 2 ou 3 partis qui sont là en dehors du RDPC, non même pas des représentants, non même pas les défilants, non même pas de militants. À partir de ce moment, comment comptez-vous gagner une élection dans une circonscription lorsque vous n'avez pas de militants, lorsque vous n'avez pas de représentants et lorsque vous ne pouvez même pas faire une certaine mobilisation populaire? Vous pouvez ne pas avoir les militants. Le militantisme, ce n'est qu'une affaire de conviction. Mais il faut avoir la capacité de mobilisation, c'est vrai. Les partis politiques, certains partis politiques n'ont pas la capacité de mobilisation. Dans ce cas, comment pouvez-vous espérer gagner les élections? Alors, non, mais je pense que je vais parler pour le cas de RDPC comme... Bon, c'est la réalité que... Vous répondez d'abord à ma question. La situation actuelle profite à qui? Je vais revenir sur ça. Ok. Parce qu'il a parlé de RDPC partout. C'est normal. C'est parti au pouvoir. Et n'oubliez pas que tous les fonctionnaires sont obligés à être dans le RDPC. Ça c'est clair. Parce que si vous... C'est ce que disent les textes du parti. Attends, ils sont en train de vous parler. Ou la loi. C'est pas la loi, mais ça existe. Le professeur Billet a été un jour un serviteur du service. Je connais les gens qui sont... des fonctionnaires, on les a enlevés de Nord-Ouest, envoyés à Marois parce qu'ils étaient dans les SDF. Non, mais c'est pas possible. Non, mais ça... Bon, ça existe. Imaginez le recteur de l'université de Yaoundé. Si demain il déclare pour MRC, dis-moi, qu'est-ce que sera le non, vous savez, sans pouvoir vous couper, en réalité, l'adhésion dans un parti politique est volontaire et n'est pas conditionnée. Vous savez, la loi de 1990 sur la liberté d'association, n'est-ce pas, fait en sorte que vous êtes libre d'adhérer dans un parti politique ou de ne pas adhérer dans un parti politique. Vous êtes aussi libre de sortir de partir d'un parti politique à un autre parti politique. Imaginez le recteur de l'université de Yaoundé, il déclare pour Camto demain. Mais qu'est-ce qui va arriver selon vous? Il va rester comme recteur? Bien entendu, peut-être qu'il sera même ministre après cela. Okay. Qui sait? Merci beaucoup. L'Alliance politique pour le changement APC, l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, l'ATP, ne sont pas des partis politiques au sens de la loi. Ces mouvements clandestins ne peuvent mener aucune activité politique sur l'étendue du territoire.
c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué qu'il a rendu public le 12 mars dernier. Ça aussi, ça a été longuement traité dans les journaux. Le quotidien Le Jour, par exemple, dans son édition de jeudi 14 mars, s'interroge. Paul Atangandji interdit les coalitions. Vous-même, dans votre journal de Guardian Post, vous voyez plutôt en cela, en cette mise en garde de graves menaces qui pèsent sur les libertés publiques, et c'est un signe, pour vous, un signe de peur et de panique au sein du régime Paul Biya. Comment comprendre le communiqué du ministre de l'administration territoriale? Comme vous avez dit, pour moi, c'est un signe de panique dans le rang du RDPC, parce que même dans le RDPC, il y a des alliances. Il y a ce qu'on appelle en anglais Presidential Majority. Il y a G20 ou G20. Bon, comment expliquer qu'aujourd'hui, à quelques mois d'élection, les partis politiques sont en train de faire l'alliance? On voit ce genre de communiqués. Pour moi, quand le ministre dit que ce n'est pas légal, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, parce que ça me fait un peu la honte pour notre démocratie. Parce que même au Kenya, on avait eu Rainbow Coalition. Ça existe partout. Donc quand le ministre... Mais les lois au Kenya ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun. Je vous ai cité des alliances déjà dans le rang du RDPC. Donc celles-là sont légales ou bien c'est toujours illégal? En fait, à mon humble avis, ce communiqué du ministre peut se laisser appréhender à deux niveaux. Premier niveau, du point de vue de l'individu, ministre de l'administration territoriale. Il s'est laissé percevoir dans l'opinion ces derniers temps comme un va-t-en-guerre par le choix des mots qu'il utilise pour parler des citoyens camerounais. C'est quelque chose qui peut le marquer durablement, lui coller à la peau et probablement pénaliser ses compétences à exercer son magistère public. Ayant donné l'impression que son médium est un médium de violence, un médium d'oppression, tout message qui émane de lui devient donc assimilable à un geste d'oppression, à un geste de menace, même si il aurait pu être dans son devoir de rappeler aux forces politiques qui se coalisent qu'elles doivent le faire dans le respect des lois de la République. Je crois que c'est la seule chose qu'il voulait rappeler à ses citoyens, même pour leur dire, sans pour cela adopter un discours martial, sans pour cela adopter des postures dictatoriales. Je pense qu'en matière de communication politique, c'est ce que vous conseillez à nos officiels. Il faudrait obtenir que le ministre de l'administration territoriale, qu'il sache, qu'il se souvienne que le chef de l'État a lancé l'option d'une administration citoyenne. Une administration citoyenne, ça veut dire au service des citoyens, par les citoyens, pour les citoyens. Elle ne peut donc pas traiter les citoyens de condiments à malaxer dans les moulinex, de serpents et d'autres choses de cette nature-là. Je pense que c'est ça qui lui enlève le droit de faire des rappels républicains. Il y a quelqu'un qui dit que la réaction du MINAT est en droite ligne avec ses attributions. Les alliances ne sont pas des partis politiques. La loi de 90 est assez claire là-dessus. Ceux qui l'insultent devraient avoir honte de revendiquer l'état de droit et son contraire à la foi. Vous avez écouté Alphonse sur la question, son point de vue. Vous avez écouté également le point de vue de Christian. Oui, j'ai deux perceptions sur ces déclarations. Une perception juridique et bien évidemment une perception politique. Au plan juridique, bien évidemment, une alliance n'a pas un statut juridique. Ce n'est pas une association, c'est non plus un GIG, une entreprise. En fait, ça n'a pas de statut juridique et donc c'est illégal. Bien, quelque chose peut exister, mais ça ne veut pas dire que c'est légal. Et le ministre, dans son rôle régulateur, doit toujours montrer que ceci est légal ou ceci n'est pas légal. Vous savez, au Cameroun, nous vivons la tolérance administrative, qui fait que parfois on vous laisse faire quelque chose, ça a tendance à devenir comme la norme, et subitement ça devient une loi, qu'on a tendance à croire que lorsque vous plaidez pour une alliance, que ça a un statut juridique. Non, ça n'a pas. Les partis politiques ont un statut juridique en tant que parti politique, mais les alliances, tant qu'on ne forme pas une fédération d'associations ou de partis politiques, on n'a pas un statut juridique. Encore faut-il que cela soit légalisé.
Maintenant, deuxième chose, le ministre n'a commis qu'un communiqué, c'est vrai. Dans l'ordre juridique, on a des lois. La loi la plus élevée, c'est la Constitution. Au-delà de ça, nous avons les conventions internationales. Après, nous avons les lois. Et depuis, nous avons les actes administratifs. Au rang des actes administratifs, nous avons les décrets, nous avons les ordonnances, etc., jusqu'aux circulaires, jusqu'aux notes de service. Il ne me semble pas que qu'un simple communiqué soit rangé dans le lot des actes administratifs. Donc, ce n'est qu'un simple communiqué qu'en réalité, qui n'est qu'à titre informatif. Si le ministre avait pris, par exemple, une note de service, un décret ou encore un arrêté, on aurait pu dire qu'il a pris un acte et cet acte devrait être attaquable devant le juge administratif. En réalité, ce n'est qu'un simple communiqué. Et donc, si une alliance voudrait tenir une réunion, la simple chose qu'on lui recommande, c'est de faire une déclaration de manifestation publique. Lorsque la déclaration de manifestation publique est rejetée, ils peuvent donc maintenant saisir le juge pour... il y a des recours, il y a des voies de recours lorsque vous annoncez une manifestation publique et qu'on ne vous autorise pas cette manifestation publique. Maintenant, du point de vue de la politique, en réalité, le ministre ne fait que faire l'apologie de quelque chose qui est même né pour ne pas vivre pendant longtemps. Attendons jusqu'à 2025. Une malédiction. N'est-ce pas? Oui. Alors, attendons jusqu'à 2025, vous allez voir que beaucoup d'alliances vont naître et d'autres vont mourir. Donc, le ministre n'a fait que faire l'apologie, j'allais dire la publicité de quelque chose qui ne va même pas durer très longtemps. Alors, à mon sens, ce n'est qu'une simple publicité. Donc, le ministre, dans son communiqué, a dit que c'est illégal, c'est vrai. Mais ils n'auraient même pas pu dire. C'est-à-dire qu'on peut même laisser l'alliance faire leurs activités sur le terrain. En 2004, moi, je savais que ça ne pouvait même pas, Ndamdoya, perd son âme, ne pouvait pas accepter que Foundi soit candidat. Et à la dernière minute, à l'époque même, c'était les hommes politiques matures. Mais maintenant, là, vous voyez tous les gens qui se présentent comme... C'est pas excessif ça, Christian. Ils sont matures aussi. Non, mais on a vu Foundi, en 1992, il était posé, il faisait la politique, mais pas la politique de guerre, comme il a dit. C'est pour ça que Cameroun est resté comme un pays de paix. Bon, sauf qu'il y a le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a les gens qui passent par toutes ces alliances pour entrer dans le gouvernement. Parce que, comme il a dit, dans bientôt, il y a certains qui vont quitter le rang pour rejoindre le RDPC. C'est sûr. Eh bien, François Aurélien Ngendia nous a rejoint. Il est journaliste, directeur de publication de Capital Info. Merci d'être là. Merci Séverin et merci pour l'amitié que vous faites à Capital Info alors qu'on vient à cette scène de presse. On a quand même vu un rapprochement qui posait problème, qui nous amenait à poser des questions. À la réalité, si vous faites une lecture de la sortie du ministre, avec la première question qu'on se pose, c'est pourquoi maintenant ? L'alliance, je crois c'est l'APC d'abord, du professeur Maurice Kamto et de l'honorable Nietzsche existe depuis, je crois c'est décembre 2023, au lendemain ou bien pendant même la convention du MRC, lorsque l'honorable Nietzsche donne son soutien au professeur Maurice Kamto pour qu'il se présente aux élections présidentielles de 2025 et se propose de construire une plateforme qui devait fédérer d'autres partis politiques pour accompagner cette candidature du professeur Maurice Kamto. Entre-temps, il y avait cela et le ministre n'a rien dit. Pendant ce temps, il y a une autre alliance qui était manquant en construction, il faut le dire, l'alliance que conduit le professeur Bilic. Le communiqué du ministre de l'administration territoriale, le ministre pour la Tanganyika sort, ou bien il sort au lendemain de cette rumeur ou bien cette vérité qui nous révèle que l'honorable Nietzsche serait allé à la présidence de Koningui, rencontrer Ayuk Tabé, le leader du mouvement sécessionniste. C'est lui-là même qui a proclamé en 2016, l'État amazonien pour une alliance. Mais vraiment, tout citoyen normal que je suis, la question que me serait posée, c'est de quoi on se moque de qui? Quelqu'un qui décide de diviser le pays, vous dites vous faites une alliance pour vous présenter aux élections en 2025 avec lui. Et vous comprenez que ce communiqué du ministre Tanganyika sort justement, peut-être c'est pour rappeler à l'ordre qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour terrorisme, pour haute trahison. Et vous dites, vous faites l'alliance, de quelle alliance? Et là, vous voyez donc l'alliance qui est encore en gestation du professeur Bilé
c'est juste qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas couper la poire en deux. Dire que bon, on condamne l'alliance de Maurice Kamto et on laisse pour Bilé, ça allait quand même prêter à confusion. On vous met dans le même sac, sachant bien que chacun va se reconnaître. À dire, c'est comme une cour de récréation, vous jouez, mais lorsqu'on rentre en salle, chacun sait de quoi il est question. Quand on analyse le communiqué du ministre, au-delà du ton martial, il faut quand même interroger le contexte et beaucoup plus de l'opportunité. Pourquoi se communiquer maintenant? Et effectivement, cette alliance, Ayoutabé, APC, nous rend les choses beaucoup plus claires. Il me semble que M. Ayoutabé n'a pas un parti politique. L'Ambazonie n'est pas ni un parti politique, ni un État, ni rien. En fait, ça n'existe même pas. Vous savez, au Cameroun, nous avons des acteurs politiques qui parfois manquent de notoriété ou manque de popularité. Pour un fait de populisme, il balance quelque chose comme ça dehors et puis ça le rend populaire, ça le rend aussi visible. Mais je vous dis en réalité, et c'est là où j'aime sa question, pourquoi maintenant? En réalité, il n'y avait pas opportunité à poser un tel communiqué pour le moment parce qu'en réalité, ni l'Alliance en elle-même, ni celui qui est là-bas de l'autre côté de Koundengui ne peut influencer en rien ce qui ne doit pas, enfin, ce qui est né pour échouer. Je vais juste poser une question sur la table. Je ne sais pas si la loi camerounaise interdit à une politicienne à faire une visite avec quelqu'un qui est condamné. Mais là, ce n'est pas une visite. Non, mais on a dit clairement de quoi il était question. C'est pas une visite. Et on sait de quoi il était question. C'était de signer une alliance avec un individu qui a appelé à la trahison, qui est condamné pour haute trahison et qui a appelé à la sécession. Bien sûr. C'est quel genre d'alliance non, je ne suis pas pour. Je ne suis pas en faveur encore même que cet individu. Moi, je voulais ni parti politique, ni rien. On va faire alliance avec lui, que lui va donner quoi? Voilà. Quand on fait alliance, c'est que chaque parti apporte quelque chose. Lui va apporter quoi? Qui ne va rien apporter. Et donc, celui qui a fait ce communiqué est en manque, n'est-ce pas, de popularité, et il est en conquête de popularité. Il savait qu'en le faisant, ça allait le mettre en avant. Non, regarde là où ma question vient. Lui, il a allé rencontrer Ayoutabé. Je ne sais pas s'il a rencontré ou bien il a fait une réunion d'alliance. Il faut qu'on soit clair. Non, il a dit dans leur communiqué. Il a dit clairement. Oui, qu'il fait partie de la plateforme d'alliance. Le 20 mars de chaque année, le Cameroun se joint à tous les pays francophones du monde entier pour commémorer la Journée internationale de la francophonie. En prélude à cette célébration, l'ouverture de la Semaine nationale de la francophonie à travers une conférence-débat axée sur les retombées de la 44e conférence ministérielle de la francophonie, une conférence qui s'est tenue en 2023 à Yaoundé. Partageons cet extrait d'interview. Je pense que là, il y a un grand chantier de rationalisation des processus, parce qu'en effet, vous faites très bien de relever l'hypertrophie institutionnelle sur les processus d'intégration communautaire à partir des communautés économiques régionales africaines. Donc il faudrait peut-être que les pays francophones d'Afrique puissent se concerter davantage et trouver un moyen, un juste milieu pour rationaliser ce processus, diminuer la pléthore d'institutions qui existent et les rationaliser davantage pour créer un cadre de concertation beaucoup plus crédible pour l'intégration communautaire dans l'espace Afrique francophone. Nous parlons du duel à distance entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Titus Edjoa. Eh bien, les deux personnalités se sont exprimées à travers les antennes de RFI, Radio France Internationale. Titus Edjoa dit qu'il est favorable à la mise en place d'une transition politique, encore une transition politique au Cameroun. Le gouvernement, à travers son porte-parole, René Manuel Sadi, a réagi donc. Pour lui, le président Paul Biya exerce pleinement ses fonctions. Le Cameroun est une démocratie stable et la question de la transition ne se pose pas. Jeune Afrique estime que Titus Edjoa a mis les pieds dans le plat et s'attire les foudres du gouvernement. Dans le messager Mutation, des propos d'un membre du comité central sont rapportés. Il s'agit bien de Moutia Ambassa, qui estime que Titus Edjoa fait du bluff pour monter les enchères et faire croire qu'il pourra le moment venu nuire à Paul Biya et à ses fidèles. Titus Edjoa joue avec le feu. Pour moi, il y a des choses qu'on peut laisser tomber. Est-ce que c'est un tabou de parler des successions dans ces pays? Un pays normal, c'est un débat qui est ouvert. Mais au Cameroun, même dans le rang de RDPC, personne ne peut même pas parler de ça. Vous savez, lorsque le ministre, l'ancien secrétaire général, le ministre Titus Edjoa parle de la transition politique, c'est là de note que, en réalité, le Cameroun n'est plus gouverné.
entre les lignes, le Cameroun n'est plus gouverné et qu'il est favorable à l'ouverture d'une transition. Une transition, c'est-à-dire en attendant les élections, les prochaines élections présidentielles, comme le Cameroun n'est plus gouverné, il faut donc qu'on ouvre une transition avec un président de transition qui va conduire le Cameroun aux prochaines échéances électorales. Mais en vérité, nous passons une période très susceptible, très sensible d'ailleurs, qui fait qu'en réalité, une petite brèche négligée peut donner lieu à d'autres choses. Vous savez que c'est un média français qui a fait flotter sur ses antennes un drapeau d'un pays qui n'existe pas en lieu et place du drapeau du Cameroun. Donc c'est pas anodin que les gens pensent aujourd'hui que pour mettre en mal le Cameroun, il faut se retourner vers les médias français parce qu'ils se disent que peut-être les médias français sont favorables à ce qu'eux estiment. Donc ce n'est pas anodin que c'est ce média qu'elle a choisi. Et le ministre René Sadi, diplomate de son État, sait bien de quoi il s'agit. Quand il monte sur le créneau pour recadrer ses propos, c'est pour dire que ce n'est pas ici que vous allez retrouver refuge. Ce n'est pas ici que vous allez, n'est-ce pas, faire votre niche pour venir déstabiliser, c'est-à-dire que pour venir entamer la déstabilisation du Cameroun. Nous savons que l'alternance au pouvoir vient des élections. On ne peut pas parler de l'alternance au pouvoir. Un président est démocratiquement élu, il suit son mandat jusqu'à la fin de son mandat, mais s'il s'avère indisponible au cours de son mandat, il y a des mécanismes constitutionnels qui sont établis pour la vacance du président. Ce n'est pas une transition. Le fond du débat, c'est que quand vous regardez comment notre système fonctionne, c'est qu'à chaque saison correspond un concept de saison. Il y a eu la phase du bien Moscou. Puis, il est arrivé la phase de l'alternance. Maintenant, il y a tout pris sous toutes les formes. Bien, Moscou n'a pas tout à fait prospéré. L'alternance ici et maintenant, tout de suite, a l'air de foirer. Maintenant, on essaie d'instiguer dans l'opinion l'idée que, comme l'a dit Maître tout à l'heure, il y a des insuffisants dans la gouvernance. Il faut organiser une transition. C'est pour ça qu'à l'intérieur, le mot de transition prend de plus en plus forme et contenu, relayé donc amplement à l'extérieur sur les ondes où on l'a repris. Je pense que de ce point de vue, le MINCOM est dans son rôle de dire que cet État est vivant, viable et gouverné et que ceux qui aspirent au pouvoir doivent se conformer aux mécanismes constitutionnels prévus pour cela et non pas divertir l'opinion avec des concepts comme la transition qui suppose une vacance de pouvoir qui n'est actée nulle part, ni en fait, ni en droit. Mais cela, au demeurant, participe de la communication politique. Et c'est pour ça qu'il est bon que le MINCOM réagisse tout de suite. On se serait d'ailleurs attendu à ce que le RDPC, lui-même comme appareil politique, relaie de l'intérieur la position du ministre pour appeler à ses militants. Le RDPC attend le 24 mars. C'est dans quelques jours pour dire aux gens il n'y a pas de transition ici parce qu'il n'y a pas de vacances ici et que ceux qui veulent loger cette problématique de la transition dans l'opinion sont en train de faire un calcul un peu forcé. C'est même en cas de vacances du président, on ne parle pas de transition. Non, on parle d'intérim. On parle d'intérim. Ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à ce que mon confrère du Garden Post a dit, qu'il y a une panique, ce n'est pas la panique. En principe, on a même parfois l'impression que le gouvernement communique peu. Nous sommes dans un contexte actuellement de veille d'élection présidentielle. Et chaque brèche, chaque petite flamme peut embraser. Nous savons ce que c'est la communication, nous qui sommes du métier, c'est-à-dire dans la manipulation de l'opinion. Il suffit de dire quelque chose pour que ça devienne autre chose. Ça d'autant plus qu'il était interviewé par qui? Christophe Boisbouvier, très suivi, très connu, et même aussi qui fait peur dans les milieux de la communication. La question relative à la candidature de Franck Biya a été abordée aussi dans ces différentes prises de parole. Pour Titus Edouard, je cite, « Je lui avais donné un conseil d'une façon publique de se retirer de ses joutes parce que si jamais il acceptait et s'il devenait candidat, ce serait pour lui quelque chose de très nocif et ce serait pour le Cameroun un autre échec qu'on ajouterait aux échecs précédents. » Pour le ministre René Manière-Sadi, dont les propos sont rapportés par le quotidien en mutation, le président Paul Biya dira en temps opportun s'il est candidat ou pas.
Franck Biya prendra sa décision. Le débat n'est pas tranché. Oui, nous sommes également là dans des histoires très camerounaises. Qu'est-ce que c'est que ce procès au faciès qu'on fait à Franck Biya? Au nom de quoi un individu s'appelant Biya Franck n'a pas le droit de se porter candidat à l'élection présidentielle s'il s'en sent les aptitudes? Il y a un maître juge dans cette affaire, c'est le peuple électeur. Si le peuple électeur pense que M. Franck Biya ne lui apporte rien, ou alors qu'il est chargé d'un passif négatif, ce n'est pas les conseils des candidats qui vont détourner M. Franck Biya de son projet. C'est que le grand juge en la matière va lui dire « Votre offre, M. Biya Franck, ne nous convient pas, votre passif ou votre passé est trop chargé pour représenter une alternative viable et potable pour nous. » Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui se positionne comme candidat soit compétent pour dire à M. Franck Biya, vous n'êtes pas compétent pour être candidat. Je trouve cela relativement maladroit. Non, moi je vous dis, ce sont des incantations. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, j'assume ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un individu normalement constitué comme M. Franck Biya est chez lui tranquillement, il ne dit à personne, il ne dit rien. Vous avez vu dernièrement, on a vu dans les réseaux sociaux, dans certains médias, une cérémonie au cours de laquelle M. Franck Biya prenait peut-être pour la toute première fois sa carte du parti du RDPC. Vous comprenez un peu. Et vous savez que dans les textes de base du parti, le président national est le candidat naturel. Et donc M. Franck Biya, étant déjà membre militant du RDPC, ne peut pas être candidat à la place du président national. Parce que le président national du RDPC est le candidat naturel. Oui, il n'a pas encore tenu le congrès et les textes restent les mêmes. Et tout le monde tire à gauche, on tire à droite, on tire à gauche, on tire à droite. Je suis d'accord avec toi quand on dit que Franck Biya n'a jamais prononcé sur son candidature. Mais on a vu des mouvements. Il y a des mouvements pour Franck Biya. La dernière visite du président de France, il y avait les images de Franck Biya partout à Yaoundé. On a vu certaines actions, mais pour moi, s'il vous plaît, je vais vous laisser parler. Est-ce que vous donnez du crédit à ces images? On a vu non, il n'est pas fini, s'il vous plaît. Les candidats à l'élection présidentielle, c'est tout le monde qui est candidat. J'ai dit ceci. Pour moi, je ne vois pas un problème avec Franck Biya être candidat. Pour moi, il a tous ses droits. Donc, on a vu en France, aux États-Unis, comme le pays comme les États-Unis, on considère comme les plus grandes démocraties du monde. On a vu George Bush senior et George Bush junior. Ça n'a pas posé le problème. Pourquoi pour Cameroun, si Franck Biya avait été président, ça pose problème? Je ne vois pas un problème dedans. DP, s'il vous plaît, je vous conseille de bien cela. Oui. Mais il y a deux choses qui me préoccupent. Première chose, c'est que M. Franck Biya est militant du RDPC. Tant qu'il n'a pas encore démissionné, je ne peux même pas avoir là, c'est-à-dire qu'une petite idée qu'il pourra être candidat un jour, n'est-ce pas, au poste de président de la République. Deuxième chose, tout le monde est libre de constituer une association Franck Biya. Franck Biya ne veut pas seulement dire le fils du président de la République. Franck Biya peut être un label. Franck Biya peut être, comment dire, une enseigne. On aurait voulu que le ministre Titus nous parle des idées politiques, mais pas de Franck Biya. Il parle de Franck Biya. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est on jette des sujets, des questions où les gens peuvent être émus et on applaudit un peu. C'est comme si on regardait un truc, c'est pas quoi là. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux. Nous avons besoin d'être sérieux. Lancement mercredi dernier à Yaoundé de la mission d'audit contrat plan État-SIC, Société immobilière du Cameroun, et de l'étude de viabilité de la Société immobilière du Cameroun, dont les travaux se sont tenus dans la salle des réunions de l'immeuble siège de la SIC en présence du directeur général et des membres du comité technique de réhabilitation. L'action rentre dans le cadre de l'amélioration de l'offre en logement de la SIC. Regardons. Il y a eu un contrat de performance qui a été signé entre l'État et la SIC en 2013. Donc, et comme cela est préconisé, on fait un audit, une évaluation de ce contrat de performance. Dans le même temps, le consultant qui a été retenu pour faire ce travail devait également procéder à une sorte d'étude diagnostique en vue d'établir la viabilité de la SIC. Donc c'est essentiellement pour cela que nous sommes là, pour lancer de manière officielle cette étude qui sera réalisée par un consultant qui a été retenu au thème de l'appel d'offres. Maintenant, on aura une vision assise sur des bases saines après cette étude-là. Donc nous voulons remercier le gouvernement parce que l'ancien contrat a permis à la SIC de souffler un peu.
de ne plus être avec les découverts pour payer les salaires. Vous savez que depuis 5 ans aujourd'hui, nous payons régulièrement les salaires parce que nous avons un immeuble financé par l'État à la Cité Verte, l'immeuble à Bière qui nous rapporte au moins 200 millions par an aujourd'hui. Donc c'est un soulagement pour nous et nous comptons beaucoup plus sur le gouvernement pour que ces stratégies soient définies. Un modèle économique qui va bien avec le Cameroun pour résorber le déficit tant observé depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, mais il n'y a pas une solution palpable. Donc c'est la raison pour laquelle ces assises ont été tenues au niveau de la société immobilière du Cameroun. Au finish, nous allons nous retrouver avec un autre contrat de performance basé sur l'arrêté que le MINFI a signé l'année dernière et ça permettra une viabilité. Il y avait quoi avant cette question anodine lancée à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtez, continue de faire des vagues sur la toile, les plateaux de télévision et les chaînes de radio. Elle donne lieu à diverses interprétations. D'une manière générale, il faut dire que le ministère regrette la désinformation et ces interprétations erronées qui entourent ce clip vidéo. Madame le ministre invite l'ensemble des populations à rester mobilisées pour une parfaite mise en œuvre de ces projets urbains si chers au président de la République. Alors, l'hebdomadaire Flèche d'Afrique estime qu'à travers la phrase « Il y avait quoi avant ?», Madame le ministre invite les populations de Maroua à comprendre que la modernisation des villes camerounaises préoccupe le chef de l'État. De son côté, le journal panafricain Grande Afrique dit que Célestine Kétia-Courtez prise en flagrant délit de mépris et d'arrogance dans le Septentrion. Une communication politique incomprise ou entachée d'erreurs. Je vais dire incomprise, peut-être les deux, incomprise et entachée d'erreurs, mais je vais surtout rester dans le cadre d'une communication politique incomprise. En principe, lorsque vous lisez même la mise au point du ministre Kétia-Courtez, qui dit que c'était un excès, c'est-à-dire on est dans un contexte, on parlait d'une chose bien précise. Et dans cette chose, quelque chose est sorti. Et on a pris cela pour globaliser, pour généraliser. C'est-à-dire, il n'était même pas question de parler peut-être du plan CD2 à Maroua. C'est comme nous sommes ici là. On parle peut-être du président de la République. Et je dis une phrase, quelqu'un sort, dit, ben, écoutez, Nkendi a dit là-bas dans la certificat que Paul Biya est comme ceci. Pourtant, c'est pas ça. C'est-à-dire, les mots ont un sens dans le contexte. Quel était le contexte ? Nous sommes dans un contexte où il faut faire attention, c'est pas ça ? Justement, en fait, un contexte qui précède les élections. C'est possible. Toutes les études, toutes les théories en matière de communication enseignent de tenir compte du contexte au-delà des mots échangés, parce que les mots ne prennent sens qu'en rapport avec le contexte de leur échange. Parce que ce qu'on veut faire dire à Mme Courtez et ce que les autres qui lui répliquent, qui lui apportent la réplique, disent, essaient d'opposer des choses qu'on ne peut pas opposer. Si on me posait la question de savoir il y avait quoi avant, je dirais qu'avant il y avait Paul Biya, Premier ministre, secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Et ça, c'est pas la compréhension de tout le monde. Ça, je vais vous dire qu'il y avait déjà ça avant. On ne peut pas dire qu'il y avait pas. On ne peut pas partir de but en blanc pour dire qu'il y avait quoi avant. Non, je pense que cette opposition frontale entre dans la continuité de l'État ne peut pas politiquement se défendre que lorsqu'elle est extraite de son contexte d'émission où certainement madame voulait dire autre chose que ce que l'on veut lui faire dire aujourd'hui. Cela étant, il est bon dans ce cas, comme dans celui qu'on a évoqué tout à l'heure en rapport avec le communiqué du MINAT, que nos officiels comprennent que leurs compétences publiques de communication doivent être pensées. Parce qu'à chaque fois, ils peuvent être amenés à dire des choses qui dépassent leurs pensées. Aujourd'hui, le communiqué que madame a fait commettre après son intervention de Maroua n'apporte aucun démenti à ce qu'on lui fait dire. C'est comme si ce qu'on lui fait dire a été complètement sorti de son contexte d'expression.
C'est pour cela qu'il faut comprendre que nous sommes dans un environnement de rupture idéologique. J'entends par rupture idéologique un environnement où les Camerounais ne sont plus d'accord avec rien. Le ministre de l'administration territoriale fait un communiqué pour appeler à des acteurs politiques, faites attention, vos démarches de communication, de dialogue politique ne doivent pas se négocier en marge des lois de la République. On en interprète ce que l'on veut. Madame le ministre, le MINCAF, fait le sien et on entend autre chose. C'est dire que la rupture de consensus national fait que l'anéantissement du consensus national fait que nous avons un éminent juriste à côté de nous. Regardez ce que le droit nous fait faire. Avec le droit, on dit exactement une chose son contraire et même l'inverse. Parce que chacun se saisit des arguments de droit pour dire ce qu'il veut bien dire. Cela est révélateur de l'anéantissement du consensus national. Et s'il y a quelque chose sur quoi nous devons travailler aujourd'hui, c'est de retrouver des fondamentaux d'un consensus national minimal qui permettent qu'un certain nombre de choses puissent être appréhendées à l'aune de l'intérêt du pays et non plus simplement à l'aune d'une alternance à tous les prix. Alors, qui noircit tout et tout le monde n'importe comment. Politiquement, quels effets possibles pour cette sortie médiatique à quelques mois de l'élection présidentielle? Et nous sommes bien dans l'extrême nord qui, selon les amis de... Fille aînée du renouveau, rappelle-t-on souvent. Je ne veux pas dire ça, je voulais dire les amis de Jules. C'est la fille aînée du renouveau. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il faut qu'on dise la réalité. Mais bon... Par exemple, on n'a pas l'eau dans toute la maison. Même à Yaoundé, il n'y a pas d'électricité. Il y a des jours qu'on peut faire des jours sans électricité. Il n'y a pas de route. Il y a les ordures partout. On lui a déjà attaqué partout parce qu'on dit qu'elle ne travaille pas et les routes sont mauvaises, il n'y a pas de route. Donc ces réponses-là venaient de ces accusations. C'est pour ça qu'elle a demandé et il y avait quoi avant. Mais bon. Mais en même temps, est-ce que c'est faux? Oui, c'est des vérités. Il y a, est-ce que c'est vrai faux? Je voudrais dire pour ma part qu'en réalité, Madame le ministre, en toute humilité, quel que soit comment ces paroles sont interprétées, doit faire un communiqué d'excuses au peuple du Septentrion, aux populations du Septentrion. Parce qu'au plan politique, comme vous l'avez si bien évoqué, ça suscite une très mauvaise interprétation. Oui. À la veille d'une grande échéance électorale qui est l'élection présidentielle, encore que le chef de l'État, le président national de RDPC, compte plus sur le Grand Nord. Demander aux populations qu'il y avait quoi avant veut dire simplement ceci. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de faire des grandes facultés du monde pour comprendre ça terre à terre. Oui. Que je vous offre 1, vous réclamez 2. Vous aviez d'abord le 1 là. C'est ce que ça veut simplement dire. Dans un contexte où on réclame au Minju, ça me fait mal de parler de cette dame parce que je l'admire beaucoup. Et lorsqu'elle fut maire du Ndé, dans le Ndé, à Baganté, pour moi c'était le meilleur maire du Cameroun. Mais depuis qu'elle est Minju, avec la route de Golmé 5 que j'emprunte tous les jours, je me souviens que ça fait près de 8 ans, 9 ans aujourd'hui que cette dame s'est présentée à la télé et elle a dit que cette route avait un taux de réalisation qui dépassait 50%, j'allais même à 80%. Mais aujourd'hui, cette route, c'est-à-dire que ça piétine sur place. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc, dans un contexte où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, demander à un peuple qui avait quoi avant, c'est une insulte. Vous comprenez? C'est une insulte. Moi, pouvais, pour ma part, Madame le ministre a à commettre un communiqué d'excuses pour dire aux populations, ce n'est pas exactement une insulte. En réalité, je voulais traduire autre chose, mais vous m'avez mal compris en cela. Mais elle ne termine pas. Et il y avait quoi avant? Elle dit il faut faire attention. Ça, c'est une menace. Mais en même temps aussi, disons des vérités, ne nous cachons pas des mots. Le peuple a dit, le peuple, nos frères du Nord, doivent aussi prendre ça comme des propos galvanisateurs. Parce qu'en principe, ça peut être pris comme une insulte. Il y avait quoi avant? Mais lorsque si vous regardez, moi j'étais à Maroua dernièrement, Maroua est en chantier. Maroua, je suis sûr que lorsqu'elle va finir, c'est l'une des plus belles villes du Cameroun. Elle était déjà. Tout Maroua est en chantier. J'ai été reçu par le maire de Maroua premier,
tout Marois est en chantier. En principe, lorsque quelqu'un fait comme des trucs, des sacrifices comme cela, lorsque le président fait comme cela, il faudrait quand même aussi dire merci, monsieur le président. Et j'imagine que c'est dans ce contexte de merci-là que le ministre Ketia Koutès a mis ses mots, même s'ils ont été transformés, parce qu'on nous dit maintenant qu'avant on avait telle chose et qui a disparu. Avant, on avait un lycée à Yaoundé, il y en a combien aujourd'hui? Et il y avait, on nous parle de la régie FECAM qui a disparu, mais il y a quand même d'autres choses aussi. Vous n'allez pas empêcher que les gens se souviennent de ce qu'ils avaient aussi, hein, non, mais, puisque c'est vous qui l'avez soulevé. Je suis d'accord, mais je suis convaincu que c'est qui nous avons... Mais vous ne répondez pas à ma question. Quelles peuvent être les conséquences de cette communication politique à la veille de l'élection présidentielle? À la vérité, les conséquences seront en fonction des sensibilités, bien de la manière les gens vont prendre. Ceux qui vont prendre ça comme une insulte, bien évidemment, ils auront envie de punir d'une façon élective le président Biya en disant que c'est ta personne. Il y aura une sanction, c'est-à-dire un vote de sanction, bien évidemment. Mais ceux qui vont comprendre ça comme peut-être des propos galvanisateurs, des propos qui devraient susciter de l'admiration, vont aussi voter le président Biya. Moi, je pense que c'est les conséquences de cette communication seront fonction de la stratégie de communication du RDPC. Ce qui est embêtant parfois, c'est que l'exubérance médiatique est confondue avec la communication en matière politique. C'est-à-dire que lorsque l'élection arrive, on considère par exemple que passer tous les jours à la télé, c'est communiquer sur les acquis par exemple du pouvoir qu'on veut défendre. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que des concepts comme « il y avait quoi avant ?» qui ont le don de toucher l'émotivité du petit peuple doivent être traités avec soin dans le cadre d'un laboratoire de conception, d'une stratégie de communication qui touche justement l'émotivité du petit peuple. Et malheureusement, l'émotivité du petit peuple peut parfois ne pas passer sur CRTV News, sur le journal de 20h30, sur le journal de 19h. Parfois, il faut aller retrouver le petit peuple dans les endroits où lui se trouve avec ses pairs AI pour parler de leur perception du pouvoir. Il faut aller avec du concret. Il faut aller d'abord avec un discours compatible avec leurs attentes. Parce que le concret est quelque chose parfois de difficile. C'est d'abord la question de concevoir un discours compatible avec les attentes. Parce que les discours antiques, en isme et en UT, qu'on a tendance à développer dans la superstructure étatique, sont bien pour les savants, mais parfois effleurent le petit peuple sans le toucher. Merci beaucoup, chers invités. Merci d'être venus débattre de ces sujets importants qui nous concernent tous. Mesdames, Messieurs, vous comprenez que nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Si plaît à Dieu, on va se retrouver dimanche prochain. Merci une fois de plus. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Bonne suite des programmes sur la CRTV.